Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors certains s'en souviennent peut-être, le 28 juillet 1947, l'Océan Liberty, un cargo amarré au port de Brest, explose. 26 personnes sont tuées et des dizaines sont blessées, mais un accident qui bouleverse forcément les Brestois et qui est aussi à l'origine de nombreuses mesures visant à éviter les accidents portuaires. Cet épisode important de l'histoire de Brest sera au menu d'un rendez-vous maritime à la médiathèque de Bellevue ce jeudi 2 avril. Stéphane Lucas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le commandant adjoint du port de commerce de Brest. Est-ce que l'explosion de l'Océan Liberty est encore présente pour ceux qui travaillent au port de commerce à Brest? Il a marqué toute une génération. Effectivement, les plus anciens s'en souviennent et certains mots comme ammonitrate sont assez difficiles à prononcer. On pose toujours la question de savoir où on en est effectivement. On en parle avec vous tout à l'heure. En plateau également, Gwenaëlle Fleur, bonjour. Bonjour Pauline. Comme chaque mercredi, on fait le point avec vous sur les immanquables au niveau culture dans le Finistère ce week-end. Et on va voyager cette semaine en musique de la Corse à Cuba en passant par la Jamaïque. Super, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Culture. Et Camille Pochet est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, nouveau rebondissement concernant l'extension de la laiterie Sile à Plouvien. Oui, Pauline, l'entreprise va encore devoir attendre pour bâtir sa nouvelle tour de séchage à Plouvien, son berceau historique. Ce vendredi, les juges du tribunal administratif de Rennes ont déclaré le permis de construire de la tour caduc en raison de la loi littorale. Pourtant, depuis ce mercredi, la commune n'est officiellement plus soumise à cette loi, ce qui est d'ailleurs une première en France. On regarde votre reportage. La loi littorale donne du fil à retordre à la laiterie de Sile à Plouvien. Le maire de la commune est allé jusqu'à céder une bande de terre à sa voisine Tréglonou pour ne plus être soumise à cette loi et permettre à l'usine de s'agrandir. Mais cela ne règle pas tout. Ce vendredi, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire d'une nouvelle tour de séchage de lait. La raison, le permis a été attribué quand la loi littorale était encore en vigueur. Il faudra donc voter un nouveau plan local d'urbanisme, ce qui prend au minimum 9 mois. Et c'est trop long pour la Sile. La nouvelle tour verra peut-être le jour ailleurs. Aujourd'hui, je crois que non, on ne peut plus rester là. On a les financements pour la nouvelle usine. Et puis là, ils vont s'écrouler puisqu'ils sont suspendus ils sont tenus à des conditions suspensives qui sont notamment donc l'obtention des permis de construire. C'est aussi peut-être l'occasion de rebondir. Ce site, là-haut où on a prévu de construire, il avait aussi un certain nombre de limites. Il n'était pas très grand. Peut-être que c'est une opportunité de rebondir ailleurs. Opposé à une poignée de riverains dans ce dossier, l'industriel dispose pourtant de nombreux alliés. Le maire, par exemple, ne tient pas à voir la laiterie s'implanter ailleurs. La création de 70 emplois est en jeu. La question pour la Sile, c'est pas seulement la tour de séchage. Si elle est trop confinée dans notre commune pour pouvoir se développer, dans quelques années, la Sile, qui, le cas échéant, j'espère que non, ferait sa tour de séchage ailleurs, finira par y regrouper l'essentiel de ses activités. Ce serait vraiment dommage, d'abord parce que la Sile est en partie identifiée à la commune de Plouvien et qu'on a ici, à Plouvien, un bassin laitier qui est parmi les meilleurs, avec des exploitants qui en vivent. C'est aussi la fin des quotas laitiers, donc la présence de la Sile est pour nous fondamentale. Le jugement de ce vendredi fait partie d'une longue liste de procédures qui opposent une poignée de riverains à l'entreprise Sile. Le conflit dure depuis 3 à 4 ans et ne semble pas près d'être réglé. Alors Camille, cette bataille juridique se joue entre la laiterie et les riverains de l'usine. Pourquoi les riverains font un blocage sur l'extension de la Sile ? Alors, a priori, ils sont une poignée à être hostiles au projet d'agrandissement de la laiterie. Même si je n'ai pas pu avoir d'interview avec eux, j'ai parlé au téléphone avec Yannick Abivin, le fils de l'un des riverains, qui connaît bien le volet juridique des dossiers. Il m'expliquait que ses parents et les autres riverains craignent la pollution liée aux activités de l'usine, alors que ce soit la pollution sonore, olfactive ou atmosphérique. La laiterie assure pour sa part qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. En fait, les riverains sont hostiles aux constructions sur un terrain proche de leur maison qui surplombe l'usine qui existait déjà. Certains d'entre eux gèrent des gîtes à proximité et s'inquiètent de l'impact de l'agrandissement de la laiterie sur leur activité. Une chaufferie au bois a déjà été construite sur ce terrain et elle est en fonctionnement actuellement.
Le tribunal administratif a d'ailleurs statué sur la légalité du permis de construire de cette installation et les juges l'ont validé ce vendredi. Alors ça fait combien de temps qu'il dure ce conflit, Camille ? Ça fait déjà 3 ou 4 ans que les riverains et l'usine s'opposent. Ces derniers ont souvent fondé leurs actions en justice sur le respect de la loi littorale. C'est aussi pour que la laiterie puisse s'affranchir de ces contraintes que la mairie a cédé une bande de terre à la commune voisine de Tréglaunou. Il semble que la communication soit désormais impossible entre les différents partis. Alors finalement, la décision du tribunal de ce vendredi n'a pas mis un terme à tous ces différends. Apparemment non. Le PDG de la CIL explique qu'il cherche d'autres terrains pour construire la tour de séchage. Quant aux riverains, ils pourraient envisager de faire appel de la décision du tribunal qui valide le permis de construire de la chaufferie au bois. Alors pourquoi est-ce qu'ils se fondent toujours sur cette loi littorale si elle n'est plus applicable dans la commune de Plouvien ? Alors même si la commune n'a plus de façade littorale, tous les actes administratifs comme les permis de construire qui ont été faits avant ce mercredi sont sous le coup de cette loi. Ça n'est pas rétroactif. Et alors pourquoi c'est si important pour la commune que la laiterie Sile puisse se développer à Plouvien ? Alors c'est important parce que les entreprises laitières sont à un moment clé. En effet, ce mercredi, c'est la fin des quotas laitiers. Et il se trouve que toutes les laiteries et les exploitants se préparent à augmenter leur volume de production. Il se pourrait donc que ce projet de tour de séchage de l'usine Sile soit aussi pensé en prévision des surplus d'activité que pourrait apporter la fin des quotas laitiers. Il n'y a pas que la Sile qui anticipe. Julie Sicot est d'ailleurs allée à la rencontre du directeur général de la coopérative laitière Even, à Ploudaniel, on l'écoute. En 2013, nous avons collecté 1,2 milliard de lait. En 2018, notre objectif est de collecter 1,8 milliard de lait. Nous sommes aujourd'hui à 1,4 milliard. Donc nous avons une croissance régulière, forte et dynamique pour servir ces marchés nouveaux. Notre objectif, c'est d'aller chercher de la valeur en dehors de la Bretagne sur des marchés nouveaux, qu'ils soient asiatiques ou qu'ils soient marchés nouveaux en termes de clients, de nutrition, par exemple la nutrition clinique ou par exemple la nutrition infantile pour les enfants prématurés, d'aller chercher cette valeur auprès des clients et de la ramener sur notre territoire. Alors Camille, depuis ce mercredi, les quotas, c'est fini. Oui, donc certains vont pouvoir augmenter leur production et cela risque également de favoriser certaines régions comme le nord-ouest de la France. La Bretagne pourrait donc s'inscrire d'ici à 2020-2030 dans l'une des plus grandes régions productrices de lait qui irait d'Ouessant à la Baltique. Merci beaucoup Camille pour ces précisions. Le réseau de transport brestois Bibus sera fortement perturbé ce vendredi 3 avril. Un préavis de grève a été déposé concernant la sécurité du personnel. Alors cependant, une partie du service sera assurée sur les lignes 8 à 12 ainsi que la ligne 14. Idem pour les navettes de la base navale et certains services scolaires. Retrouvez de toute façon tous les détails des horaires et des lignes en fonctionnement sur bibus.fr. Et à noter aussi que la boutique Bibus sera fermée ce vendredi 3 avril. Il s'appelle Nao. Il est intervenant en cours de technologie au collège des 4 Vents à Lanmeur. Par contre, il mesure moins de 60 cm car Nao est un petit robot. Une première dans le département pour un établissement de ce niveau. Alors, gadget ou réel intérêt pédagogique, Julie Sicot est allée voir. Bonjour, je m'appelle Nao, je suis bleue et je me fais programmer pour cette classe de 3e. C'est un robot de 58 cm et de 5 kg. Plein de ressources. Dans cette classe de 3e, tous les élèves sont aux petits soins pour lui, comme Kalana et Solène, qui sont en train de lui concevoir un programme mathématique. On va programmer Nao pour qu'il donne la définition d'une figure géométrique et pour que l'élève donne la réponse quelle est la figure géométrique. Et après quelques minutes de travail, le résultat est bluffant. Nao s'est transformé en véritable examinateur. Je suis une figure géométrique. J'ai 3 côtés égaux. Qui suis-je? Un triangle isocèle. Oui, bravo, tu as réussi. Le collège de Lanmeur a investi près de 4 000 €. Alors pas question de laisser ce petit robot enfermé dans une salle de classe. Les différents cours vont aussi profiter de sa bouille. Je souhaitais plutôt que les élèves soient simplement consommateurs et presse-boutons. Là, ils vont construire le programme pour les autres, avec une demande qui vient de la part des enseignants. Par exemple, utiliser Nao comme outil complémentaire en aide personnalisée pour faire travailler un élève sur l'apprentissage de sa poésie. Un jour, à nous,
qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois. Et justement, ce groupe a préparé Nao à réciter une poésie pour les enfants de l'école maternelle voisine, un outil qui motive les élèves. Avant, c'était plus du cours, on écrit, on apprend, on fait des contrôles, alors que là, on peut vraiment agir avec le robot. C'est nous qui créons ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Donc oui, c'est plus intéressant forcément. Et face à autant d'enthousiasme et de créativité, on ne pouvait que laisser la fin de ce reportage aux élèves et surtout à Nao, qui ont créé un programme spécial TBO. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes bien sur TBO. Je suis Nao et j'ai été programmée par Clémentine, Eflamme et Blandine de 3e C du collège des 4 vents. J'adore être interviewée mais je suis un peu stressée. Bye bye. Voilà, et ce 1er avril, nous avons reçu de nombreuses informations palpitantes à la rédaction de TBO, à commencer par un communiqué de l'association Bretagne Vivante qui appelle à la vigilance dans le Morbihan après l'observation d'un dragon dans la ria d'Etel. Et puis l'UJAP de Quimper qui nous a fait part d'une bonne nouvelle. Un Tchèque qatari souhaite investir au sein du club de basket finistérien. Et enfin, à Ouessant, Ondine Morin a découvert dans ses filets de pêche des œufs surprenants. Après étude, il s'avère que ce sont des œufs de phare. Voilà, allez, plus sérieusement, c'était il y a maintenant 68 ans. Les Brestois commençaient tout juste à souffler un peu après la destruction de leur ville à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 28 juillet 1947, un cargo nommé Ocean Liberty, rempli entre autres de nitrate d'ammonium, de pétrole en fût ou encore de fourrure, explose lors de son déchargement au port de Brest. L'onde de choc s'est ressentie jusqu'à Landerneau. Cette histoire marquera un tournant dans le domaine de la sécurité portuaire. Stéphane Lucas, vous êtes donc le commandant adjoint du port de commerce de Brest. Alors, est-ce que cette catastrophe est l'une des pires qui puisse arriver dans un port de commerce ? Effectivement, c'est l'une des pires, puisque là, c'est réellement une explosion où le souffle est tel qu'il correspond à une bombe. C'est purement et simplement une bombe qui a explosé. Et c'était déjà arrivé, malheureusement, quelques années précédemment, avec le même produit dans d'autres ports. À Texas City, c'est ça, 2 ans auparavant Voilà, tout à fait. 2 ans auparavant, il y a un premier navire qui avait explosé, qui a fait exploser le suivant. Donc déjà, on aurait pu être quand même un peu alerté sur la dangerosité du produit. Et surtout que 20 ans avant, il y avait déjà eu le même problème en Allemagne. Mais bon, là, c'était une autre époque. Alors cet épisode de l'histoire de Brest, vous allez en parler ce jeudi soir à la médiathèque de Bellevue à Brest, en compagnie d'Ifik Dornick qui a réalisé lui un film avec les témoignages de ceux qui ont vécu cette explosion. On regarde un petit extrait. Et donc, je me trouvais sur la petite rotonde qui surplombe la rade, là, l'espèce de tour qu'il y a au-dessus du... Alors là, j'ai un souvenir des plaques de blindage qui nous passaient par-dessus la tête, les arbres qui se couchaient, qui étaient étêtés, qui tombaient. Tout à coup, nous sommes trouvés dans un nuage de feu avec des gros morceaux qui passaient au-dessus de nos têtes. Et tout d'un coup, on a vu un énorme anneau qui éclatait dans le ciel, comme une explosion atomique, quoi. Et là, j'ai entendu une vibration. Je me suis accroupi dans le caniveau, qui était sec heureusement. Je me suis retourné. J'ai vu ce champignon comme un champignon atomique qu'on nous a présenté plusieurs fois depuis. Et tous les vitres éclaté de tous les côtés. Quand c'est arrivé, tout est dégringolé. On venait de poser des rideaux, tout est tombé. Ouais, parce que je suis restée à peu près 6 mois sans parler, à peu près. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Alors on l'entend, hein, c'était un véritable cauchemar dans la ville, mais cette explosion dramatique aura aussi servi à prendre des mesures correctrices pour éviter de nouveaux accidents de ce type-là. Alors à commencer par le conditionnement des matériaux transportés dans les navires. L'Ocean Liberty transportait du nitrate d'ammonium, du pétrole, des pièces détachées de voitures, ainsi que des fourrures. Aujourd'hui, un tel chargement en vrac, ce serait plus possible, Stéphane Lucas? Non, on n'a vraiment plus le droit de mettre autant de marchandises l'une à côté de l'autre. Il faut vraiment qu'elles soient séparées. Et déjà, de transporter cette marchandise dans l'état où elle était, c'est interdit aussi. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas retrouver dans un port cette marchandise dans cet état. Depuis, elle a été enrubanée avec une petite couche autour qui, elle, va fondre, puisque principalement, ça sert comme engrais. Donc, il faut d'abord que la pluie s'écoule lentement. Donc, les produits ne peuvent plus se retrouver et pas dans de telles quantités. En général, les plus grosses quantités, c'est ce qu'on appelle
des gros big bags, ça fait à peu près 1 tonne, enfin, ou 500 kilos. Enfin voilà, c'est des grands sacs qui sont séparés ou des plus petits sacs, des plus petites quantités. Mais on ne retrouvera jamais sous cette forme parce que c'était juste devenu une pâte. Voilà, c'est trop dangereux. Surtout que c'est comme si vous aviez fabriqué une bombe puisque vous aviez des métaux à côté. Alors, est-ce que les navires doivent déclarer ce qu'ils contiennent avant d'entrer dans un port? Dans le port de Brest, en tous les cas. Oui, dans tous les ports, une des traçabilités, et ça continue à évoluer, hein, les règlements évoluent en permanence, et là, au 1er juin, on aura une nouvelle réglementation. Tout ce qui est suivi de marchandises dangereuses, déjà, c'est obligatoire de le déclarer. Ça se trouve dans le Code des transports, où tout armateur, toute personne qui doit importer ou exporter une marchandise doit la déclarer, et d'autant plus si elle est une marchandise dangereuse, ne pas le faire, c'est un délit. Donc qui est condamnable, sanctionnable par de la prison. Là, si ça avait été le cas à l'époque, s'il ne l'est pas, je pense qu'il aurait fini en prison dans tous les cas. Alors l'Océan Liberty avait fait escale à New York, traversé l'Atlantique avec du gros temps, changé son itinéraire en Europe à cause d'une grève des dockers belges. Le suivi des marchandises dangereuses se faisait pas de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait exactement, vous savez, quand un cargo arrive à Brest, par où il est passé exactement avant? Ah oui, tout à fait. On sait par différents documents, puisque un navire doit fournir, je dirais, une bonne dizaine de documents. Et voilà, donc c'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, la dernière modification au 1er juin, c'est justement de dématérialiser tous ces documents, histoire qu'on puisse les transférer beaucoup plus rapidement, qu'on puisse recevoir vraiment toute la quantité. Il faut bien imaginer qu'un porte-container, puisque Brest a la chance d'en recevoir, le nombre de lignes de marchandises que vous pouvez avoir sur un porte-container, c'est pas quelques lignes, c'est pas juste une marchandise. Il peut avoir des dizaines, voire des milliers de lignes. C'est des gros dossiers. C'est des gros dossiers. Donc comment traiter ces gros dossiers? Il faut les informatiser pour qu'on puisse les traiter, et en cas de difficulté, savoir exactement où était cette marchandise sur le navire. Et la collaboration entre les différents pays et les différents ports du monde est importante aujourd'hui pour cette traçabilité, j'imagine, Stéphane Lucas. Là, au niveau européen, c'est une obligation européenne, c'est-à-dire que tous les navires qui naviguent et qui déposent leurs marchandises ou qui embarquent leurs marchandises dans un port européen ont les mêmes contraintes. Ce sont des documents je dirais, qui ont été faits au niveau mondial. C'est l'Organisation maritime internationale qui les a créés, qui les a validés. C'est ce qu'on appelle, c'est un mot un peu barbare, mais c'est des FAL. C'est un document type. Même réglementation pour tous en tous les cas. Pour tous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de navires transportant des matières dangereuses qui viennent s'amarrer au port de Brest? Beaucoup, non. Les marchandises dangereuses, le port de Brest reçoit du gaz, reçoit du pétrole, puisque faut bien que nos véhicules locaux roulent, et les bonbonnes de gaz viennent aussi. On reçoit un petit peu de marchandises dangereuses par container. Là, justement, on étudie soigneusement les déclarations. Vous avez de l'empaquetage, l'emballage, vous avez un suivi, et on met ces containers dans des endroits bien spécifiques. Enfin, on mélange pas tout, mais globalement, on ne reçoit pas tant que ça de marchandises dangereuses au port de Brest, à part évidemment le gaz et le pétrole. Alors, si malgré toutes les mesures prises avec ces réglementations, un feu se déclare à bord d'un cargo transportant des matières dangereuses, quelle est la procédure à suivre au port? Alors, tout dépend. La première urgence que l'on va faire, c'est déclencher le système d'intervention. Donc on va prévenir tout bêtement le SDIS, les pompiers. Si c'est dans le port, je m'appliquerai à prévenir assez rapidement les bateaux-pompes de la marine qui, eux, peuvent arriver rapidement. Et on va essayer de limiter le périmètre pour que, si danger lié, on écarte tous les navires qui sont autour, qu'on mette un périmètre de sécurité. Voilà, on va éviter tout système. Et après, c'est le capitaine du navire qui est en charge de lutter contre son foyer, son incendie, donc c'est lui qui va lutter. Bien souvent, les navires parlent une autre langue, donc généralement c'est l'anglais. Donc nous, on va se présenter à bord et prêter notre concours pour faire l'interface entre les pompiers, le navire. Il peut très bien résoudre tout seul son incendie, puisque le circonscrire, ils ont des moyens internes qui ont franchement évolué. Il n'y en avait quasiment pas sur le Liberty. Maintenant, il y a une réglementation qui oblige aussi les navires à en avoir. Et après, c'est toute une montée en puissance avec des camions. Enfin, on a déjà eu un exercice grandeur réelle. En tous les cas, ça ne risque pas d'arriver de sitôt, mais comme vous aimez à le rappeler, le risque zéro n'existe pas non plus. Mais tout est mis en place pour l'éviter. Merci beaucoup, Stéphane Lucas. Je rappelle que vous intervenez pour un rendez-vous maritime dédié à la catastrophe de l'Océan Liberty ce jeudi 2 avril à la médiathèque de Bellevue. Ça commence à 18h30 et c'est gratuit. Je rappelle que la médiathèque se trouve au premier étage du centre commercial de Bellevue. Allez, tout de suite, on passe à l'instant culture.
Et cette semaine, Gwen, on part en voyage sans quitter le Finistère. Musical, effectivement. Alors Pauline, direction la Corse pour commencer avec Imouvrini. Les frères Bernardini sont en concert au Quartz de Brest ce jeudi 2 avril, la veille de leur passage à l'Olympia. Ils viennent défendre les polyphonies de leur nouvel album baptisé Invicta. Dans ce disque, il est une nouvelle fois question d'espoir et de droit de l'âme contre la résignation. Petit aperçu en images. Et de l'île de Beauté, on passe à Cuba. Avec le Festival international de salsa qui se déroule à l'Opérette du vendredi 3 au dimanche 5 avril. Ce rendez-vous est organisé par l'association Echapaca. Je ne sais pas si j'ai le bon accent, hein, mais c'est une première. En tout cas, durant 3 jours, les amoureux de danse latine vont pouvoir s'initier à la salsa, bien sûr, mais aussi à la rumba, au reggaeton ou à la zumba, aux côtés de danseurs professionnels internationaux. 40 heures de cours sont prévues durant tout le week-end. Ça s'adresse aux débutants comme aux confirmés, aux enfants comme aux adultes. On peut apprendre à tout âge et les stagiaires pourront immédiatement mettre en pratique lors des concerts programmés le soir en compagnie des groupes Secreto Cubano le vendredi 3 ou Léo Wilmer le samedi 4. Et on écoute tout de suite un petit extrait du groupe Secreto Cubano. Continue le voyage musical avec une escale en Jamaïque, Gwen. Avec 2 valeurs montantes de la scène reggae française, Taïro et Bigaranx, ce vendredi 3 avril à la Carène à Brest. Alors Bigaranx est considéré comme le jeune prodige du reggae dub français. Le garçon est français, pas jamaïcain, mais il s'est vite fait un nom sur la scène reggae internationale. Il vient tout juste de sortir son 3e album, Nightbird, et il y mêle reggae, hip-hop et dub dans l'esprit des sound systems jamaïcains. Voyons ce que ça donne. You wanna take me to the show, but shit, I don't wanna wake up. My dream is my life, so I know I gotta go. Paris is a bitch, everyone in bed. I'll be smoking and drinking, flying in my head. Et pour ceux qui aiment les cultures urbaines, à noter que c'est la fin des rencarts hip-hop ce week-end aussi. Oui, durant 2 semaines, la ville de Brest a vu défiler tous les arts urbains, danse, musique, graffiti. Et pour clore cette 18e édition, rendez-vous samedi 4 avril à partir de 14h30 pour la grande parade hip-hop à partir de 14h30 dans la rue Jean Jaurès à Brest avec près de 200 danseurs et skateurs. Et le soir, battle de danse à la Carène. Alors, côté festival, les amateurs de musique électronique ont rendez-vous ce week-end à Morlaix pour la 18e édition du festival Panorama. Et ceux qui n'ont pas leur billet pour aller se trémousser sur les sons de Bloody Beetroots, Don Rimini, Brodinski ou Laurent Garnier, eh bien, tant pis pour eux, car le festival morlaisien affiche complet, c'est vendredi 3 et samedi 4 avril. Mais en revanche, Gwen, il reste des places pour aller découvrir Marianne James en diva fantastique. Alors, en effet, la chanteuse est à l'Arcadie de Ploudalmézeau ce samedi 4 avril pour jouer Miss Carpenter. C'est un spectacle de musical dans lequel Marianne James chante, danse, joue la comédie. Elle interprète le rôle d'une actrice qui, acculée par les dettes, doit reprendre du service. Mais contrairement à ce qu'elle imagine, le milieu artistique ne l'attend pas vraiment. Bref, un spectacle à la démesure de Marianne James. On regarde un petit extrait de la bande-annonce. Est-ce que vous savez qui je suis? Non, ce n'est pas André Carpentier, c'est Carpenter, Miss Carpenter. Je suis Miss Carpenter, je suis Miss Mystérieuse, Miss tellement misérable. Ah non, une audition? Je suis contre. On désire Miss ou on ne la désire pas. Pourquoi est-ce qu'il ne rappelle pas? Une interview pour qui? Vogue? Paris Match? Vol?
Pôle emploi? Alors ça décoiffe Miss Carpenter et c'est à voir samedi à Ploudalmézeau. Sinon, Gwen, c'est le week-end de Pâques et qui dit Pâques? Eh ben, Pauline dit œuf de Pâques, donc je vous en ai ramené puisque je sais que vous êtes gourmande et que vous allez courir les jardins ce week-end pour aller à la chasse aux œufs. Alors sachez que dans le Finistère, il y en a de nombreuses de prévues ce week-end, notamment à Quimperlé, Plomodierne, Saint-Goazec ou dans la forêt du Cranou. Mais laissez-en aux enfants, hein, Pauline, c'est pour eux avant tout. Et on va juste noter qu'il y a la traditionnelle chasse aux œufs organisée au profit du Secours populaire. C'est dimanche au bois de Keroual à Guilher. C'est donc pour les gourmands et pour la bonne cause. Merci beaucoup. Gwen, merci Camille et merci Stéphane Lucas d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.